Yorana, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz. Et pour cet épisode, nous sommes montés dans un ferry et nous avons traversé le chenal entre Tahiti et Moorea pour aller au fin fond de la baie de Popo et y rencontrer Audrey, la fondatrice du Food and Cook Lab. Et elle nous accueille au milieu des champs d'ananas et de bananiers dans son fantastique laboratoire dont elle va nous parler avec plus de détails et plus de passion, j'en suis certain. Audrey, Yorana. Merci de nous accueillir dans ce bel endroit. Alors avant de parler de toi, est-ce que tu peux nous décrire, pour ceux qui nous écoutent en audio, l'endroit dans lequel tu nous accueilles ? Alors là, on est dans une grande salle au milieu d'un bâtiment fait de containers, mis sur un grand terrain de 1700 mètres carrés au cœur de la vallée de Popo, sur la route des ananas. On est un peu dans un décor très arboré, très vert, avec des montagnes autour, des habitants évidemment, une vie autour, et puis voilà, nous, notre petit bâtiment un peu en contrebas, assez vert maintenant autour. J'espère agréable pour les gens qui viennent nous rendre visite. Et voilà. En tout cas, on a été très bien accueillis, donc ça c'est une première bonne chose et la vue est magnifique. Alors, Food and Cook Lab, c'est quoi justement ? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, c'est un projet qui a émergé dans ma tête il y a quelques années déjà maintenant. La base, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qu'on va manger, comment on va aider ceux qui produisent des aliments à gagner plus, à nous permettre d'accéder en fait à des produits transformés mais de grande qualité, et puis voilà, de doter ce territoire d'outils pour pouvoir le faire. Donc le territoire de Moorea en général. Alors après, ça évolue constamment, mais en gros, voilà, c'était remettre le produit local au centre, la production agricole au centre du projet et l'alimentation comme vecteur de santé et de développement local, pareil, au cœur du projet. Ok. Alors, donc food, c'est la partie alimentaire. Cook, c'est parce que tu produis toi-même différents produits transformés, etc. Et lab, c'est pour ? Alors, Food Lab, parce qu'en fait, c'est une décomposition en deux morceaux. Ici, par exemple, on est assis dans la partie Cook Lab. Okay. Alors, Cook, c'est un petit peu en lien aussi avec l'endroit géographique, si on veut pousser, mais on préfère parler de la baie de Popo ici que la baie de Cook, mais on est aussi donc dans cet endroit. Et Cook, c'est par rapport à la cuisine. Donc, c'est vraiment de dire, c'est bien de produire, mais après, comment est-ce qu'on met des saveurs, comment est-ce qu'on fait les choses. Donc, ici, on est dans la partie où on forme les gens à cuisiner, à prendre en main un taro, un umara, etc. Et alors, montrer comment ils peuvent faire des merveilles avec. Et le côté Food Lab, ça serait plutôt la production alimentaire. C'est-à-dire vraiment le professionnel ou même le particulier qui a envie, à un moment donné, de se mettre à produire pour mettre en bocaux ou sécher ou fumer des produits, il peut venir ici. D'accord, donc c'est accessible à tout le monde. Oui, et pas que totalement. aux chefs que l'on voit s'affairer à côté de nous là en ce moment même. Non, c'est pas que pour les chefs, c'est pour tout le monde qui a juste envie de faire quelque chose avec ses propres produits du jardin ou acheter avec des copains du poisson, un cochon, tout ce que voilà, c'est un peu comme on pouvait faire dans le temps au niveau communautaire, c'est-à-dire vraiment manger ensemble, produire ensemble, sauf que là, on donne une nouvelle dimension, c'est qu'on peut conserver aussi les produits. D'accord. Avant, on ne pouvait pas, maintenant, on a les moyens. Ouais. Donc typiquement, quelqu'un qui est passionné de cuisine, qui fait des confitures le week-end chez lui, pourrait venir chez toi, utiliser tes installations pour lancer une petite production. Oui. C'est ça. D'accord. C'est ça. En plus, c'est vrai qu'on a la partie conserverie qui permet de sécuriser, on va dire, ces aliments dans le temps en les rendant parfaitement hermétiques, etc. Donc, on peut faire des choses d'origine animale ou des produits sans sucre comme des soupes ou des compotes. La confiture, on peut la faire très facilement chez soi. C'est vrai qu'on est un peu mieux équipé que la plupart des gens, mais voilà, le plus, c'est vraiment tous les autres appareils qu'on peut mettre à disposition et les processus de conservation. D'accord. Alors, si je me souviens bien, ton entreprise est quelque peu particulière, en tout cas en Polynésie, quant à son statut. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de quoi il s'agit exactement ? Ouais. Alors, quand j'ai voulu lancer ce projet, j'ai eu le choix entre plusieurs formats, comme tous les projets, soit de l'associatif, soit en société, etc.
Et j'ai choisi une société, mais je voulais que le caractère social et solidaire que moi je vois dans ce projet et que j'essaye de faire vivre autant que possible, il ait vraiment sa place. Et du coup, avec mon avocate, ma conseillère, qui a travaillé sur le sujet, on a réussi à monter en fait une SARL à statut social et solidaire. La plupart des entreprises de ce type en métropole sont plutôt des SAS avec des statuts beaucoup plus libres. Et nous, on a dû faire avec le format SARL parce qu'une SAS ici, ça coûte beaucoup trop cher à faire fonctionner, à monter. Donc on a choisi un format un peu plus facile, malléable en termes financiers, mais très compliqué au niveau juridique. Mais c'est passé. On a réussi en fait à faire valider par le tribunal de commerce nos statuts en privilégiant donc un non-partage des dividendes, en gardant les sous. Bon, il se trouve que c'est pas compliqué puisqu'on fait évidemment pas de bénéfices en ce moment. Mais c'est que le début. Voilà, c'est que le début. Mais et en essayant surtout de mettre en place une gouvernance partagée. Alors, cette gouvernance avec l'effet Covid, elle n'a pas pu se mettre en place parce que tout le monde est tellement occupé à faire des choses, mais on est en lien très proche avec la direction de l'agriculture parce qu'on fait partie de ces projets alimentaires territoriaux, on va dire. On est en lien avec l'hygiène parce que c'est quand même des partenaires avec qui on est obligé de fonctionner, qui sont là pour à la fois du conseil et du contrôle, mais on estime que c'est aussi des partenaires. Et la commune de Mooréa, et évidemment tous les agriculteurs, tous les gens qui voudraient être associés au projet. Donc ça serait l'idée, c'est de créer quand même un système où les gens peuvent apporter leurs réflexions, leur avis sur les projets globaux de l'enseigne. Et ça serait ce que je souhaite vraiment qu'on arrive à mettre en place au fil des ans. Voilà. D'accord. Donc c'est un conseil d'administration en fait dans lequel tous ceux qui ont plus ou moins un intérêt direct à l'activité que tu as créée peuvent venir participer à la réflexion, aux prises de décision, etc. Ouais, voilà. Alors évidemment après il y a la partie décisionnaire finale qui doit revenir à l'entrepreneur parce que sa vision elle est forcément... Et c'est tes investissements. Et c'est mes investissements. Mais c'est vrai que je considère que l'agriculture, tous les gens, les parties prenantes doivent à un moment donné aussi venir alimenter la réflexion. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'on a besoin de conduire. Étant toute seule à travailler sur ce projet en termes de gestion d'entreprise, j'ai pas la capacité de lancer tout en même temps, donc ça va se faire au fil du temps. Et dans la volonté sociale et solidaire, alors après on y reviendra, je pense, mais ce projet il s'adresse particulièrement aux gens, on va dire plutôt dans le secteur primaire, agriculteurs, pêcheurs, mais aussi aux gens le plus éloignés économiquement des capacités de production. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai envie d'aider plutôt ces gens-là. Donc, par exemple, on fait un tarif préférentiel pour les agriculteurs qui est de moins 20% sur la location. Donc, c'est vraiment pour dire que le but, c'est de faire rentrer des gens. Et après, j'accompagne énormément les gens qui veulent venir transformer, mais qui n'ont pas la capacité tout de suite de mettre en place leur projet et tout ça. D'accord. C'est ma petite contribution que j'essaye de faire pour que ça ne soit pas que les gens privilégiés, entre guillemets, qui puissent accéder à ici. Ok. Alors, c'est vrai que c'est intéressant comme système parce que localement, en tout cas en Polynésie, bien souvent, quand on veut être plus dans le social et le solidaire, on fait de l'associatif, mais qui ne va pas permettre derrière d'avoir le levier économique de développement qu'un investissement de type société commerciale va pouvoir faire. Et je pense que c'est un peu ce que tu as essayé, toi, de créer. Est-ce que ça a fait des petits déjà, ou est-ce que tu as des gens qui sont intéressés à cette partie-là de l'entreprise ? Tu veux dire des petits dans le sens... Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont souhaité créer ce genre d'entreprise aussi de SARL plutôt que justement de partir vers l'associatif qui est un peu le régime par défaut Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de moments, de personnes qui m'ont contacté au moment de l'émergence de ce projet SARL, surtout la partie juridique. Et en fait, moi, je leur ai dit... Comment dire, c'est compliqué à mettre en place si votre système de valeurs il n'est pas établi. C'est-à-dire que il faut se centrer sur soi. C'est quoi notre mission ? Moi, c'est à titre d'exemple, mais j'ai fait des MOOC d'accompagnement sur cette partie-là, sur l'impact. Moi, j'ai fait Ticket for Change par correspondance, on va dire.
Mais c'est savoir qu'est-ce qu'on veut faire, parce que c'est facile de mettre une étiquette sociale et solidaire, mais derrière, il y a toute une identité sur sa contribution, à quoi elle sert, où est-ce qu'on va. Et du coup, ce que j'ai dit à chaque fois aux gens, c'est que c'est votre écriture. Vous pouvez être social et solidaire dans vos actions de tous les jours et ne pas l'être juridiquement sur votre papier. Ce qui importe, c'est ce que vous faites. Oui, c'est l'action finale, plus que le greenwashing que certains essaient de faire. Ouais. Donc, du coup, c'est vrai qu'ici, on n'a pas d'école pour apprendre, en fait, c'est quoi. Il n'y a que les gens qui vont de plus en plus en faire, qui vont montrer finalement un chemin. Donc après, oui, le levier économique, il est hyper important parce qu'au final, effectivement, l'associatif, ça fonctionne peut-être avec je sais pas, une autorité locale, une administration, un gouvernement, et puis le jour où ça fonctionne plus, on n'a plus les moyens d'agir, donc ça c'est très pénalisant. Et derrière, c'est aussi, si c'est dans l'économie, c'est dans l'économie de marché, et c'est de montrer que c'est pas parce qu'on a un modèle basé sur plus d'humains et plus de proximité entre les gens qu'on peut pas gagner d'argent. Bien sûr. Donc c'est pas pour dire il faut mettre fin à tout ce qui est actionnariat financier, etc. C'est simplement pour dire en fait on peut produire quelque chose qui a de la valeur tout en étant plus ou moins, plus centré sur l'humain. Ouais, ça peut prendre le meilleur des deux mondes, quoi. C'est ça. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à créer le Food and Cook Lab? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, et comment tu es arrivé à là où tu es aujourd'hui? Alors, moi, j'étais enseignante, j'ai fait de la recherche un petit peu aussi, et j'ai passé un concours enseignant, et à un moment donné, j'ai pas eu de poste. Il s'est trouvé que ça fonctionnait pas. Et j'ai commencé à réfléchir à ce que j'avais vraiment envie de faire, et on venait de passer 2 ans en métropole dans la région sud-ouest, où j'avais renoué avec les parties des pratiques agricoles que j'adore, comme faire son canard, mettre en conserve, etc. Et là-bas, j'ai vu l'émergence énorme de tous ces ateliers pour les producteurs. Et du coup, en revenant ici, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et dans les premiers temps, j'ai retrouvé une ancienne étudiante à moi, Maheata, avec qui on s'est retrouvés pour monter le système local de ruches qui dit oui. Donc, producteurs et consommateurs sur une plateforme où ils échangent des produits. Et du coup, ça a été le lancement. Et puis, parallèlement, je me suis dit, il faut revenir. Ça, c'est la partie commerciale en aval. Et en amont, qu'est-ce qu'on a? Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir. Il faut donner des moyens de production aux agriculteurs. Et en même temps, il ne faut pas nier que l'aspect touristique de nos îles est quand même un super atout. Et l'alimentation ici est quand même très importante. Enfin, on a énormément de produits quand même. Bien sûr. Puis, les gens sont gourmands. On aime partager des bonnes choses. Donc il y avait ce lien entre le tourisme local un peu plus, on va dire, moins extravagant, plus porté sur des choses que les gens traditionnellement font et mangent. Ça, plus l'envie de faire quelque chose pour les producteurs. Et voilà, donc j'ai commencé à écrire le projet en 2016, janvier. D'accord. Maintenant, on est en mars 2021. Le bâtiment a été inauguré en 2019. Ouais. Donc, il a fallu 3 ans et demi. C'est un long processus. Ouais, c'est très long. Voilà. C'est un bâtiment physique, donc il y a quand même un temps qui est dévolu à ça, qui est quand même assez long. Et entre-temps, incubation à Prism également. Voilà, incubation à Prism, vraiment, c'est ça qui manquait, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est incroyable tout ce qui s'est passé, qui s'est mis en place. En tout, c'est formidable. Je dirais que recevoir des enveloppes d'argent, c'est bien sûr, ça fait ça au moins à aller chercher. Ouais. C'est génial, mais les moyens humains qu'on avait mis en place pour nous à la CCISM et Prism, ça a décuplé nos capacités. Ça nous a révélé à nous-mêmes, ça nous a fédérés. On est quand même un groupe... moi, je fréquente encore les copains de Prism, les copines de Prism. Donc, quand on a besoin d'échanger, on a ce groupe qui, maintenant, on a la promo 5 ou 6, là. Donc, il y a encore des moments où on échange quand quelqu'un a besoin de quelque chose. Donc, ça, c'est vraiment ce qui nous manquait. Ouais. Ouais. Donc, au final, tu es là aujourd'hui par passion et un peu par aussi observation, on va dire, de ce qui se passait autour de toi. Tu t'es dit, voilà, il y a un truc à faire. Oui, c'est ça.
Enfin, le problème, c'est ça, c'est que quand on identifie ce qu'on estime être les besoins et que c'est pas caractérisé vraiment par une demande directe, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, on constate que les producteurs ici, ils n'ont pas de la boue. Ok. Mais c'est pas pour autant qu'en créant un. Oui, il faut créer la demande en plus. Voilà, c'est ça. Il faut susciter l'intérêt en montrant qu'est-ce qu'on est capable de faire, comment on va le faire et qu'est-ce que ça peut leur apporter. Parce que très sincèrement, il y a plein de gens, ils se voient pas peut-être venir passer du temps en cuisine alors qu'ils sont déjà au FAAPU, il faut réparer les machines, Enfin, c'est un boulot de fou, producteur. Donc voilà, c'est quand même, on est un petit peu un peu trop peut-être en avance sur l'envie qu'ont les gens, mais il faut bien susciter l'envie. Bien sûr. Donc on est bien obligé de passer par là et puis après on verra. C'est l'inconvénient quand tu crées un marché, il faut que le marché mûrisse en même temps que ton entreprise et c'est pas forcément toujours au même rythme. Voilà, alors on espère qu'on n'a pas amené quelque chose de pas essentiel. Enfin, si j'avais créé quelque chose qui n'était pas essentiel à la vie, ce serait quand même un peu dommage, mais c'est pas parce que le produit est là que les gens vont venir. Oui, il faut les faire venir. Ouais. C'est tout le défi de l'entrepreneur. C'est ça. De voir les choses, être un peu visionnaire et après de partager, de rendre cette vision concrète, suffisamment concrète pour que les gens se disent oui, effectivement, j'en ai besoin. C'est ça. C'est un peu comme quand toi, tu parles de leadership, etc. C'est quelque part, il faut entraîner les gens dans son sillage sur une optique autonomie alimentaire, production locale, transformation de ses propres produits, filière maîtrisée en fait par les personnes. C'est vraiment amener tout ça en fait. Alors dire c'est possible. Une grande aventure. Ouais. Ok, ça marche. Alors on va faire une petite pause pour entendre un message de nos annonceurs et on se retrouve dans un instant avec Audrey, toujours dans la belle vallée de Montréal. Yarana, c'est Philippe. En début d'épisode, tu as peut-être noté que ce podcast a changé de nom. Tu écoutes désormais les Pacific Buzz. En effet, ton podcast préféré sur les entrepreneurs polynésiens rejoint la famille des podcasts proposés par Pacific Venturi Media. Je t'invite du coup à découvrir nos autres podcasts, dont les Pacific Talks, un podcast en anglais où je reçois des leaders et personnalités influentes du Pacifique et d'ailleurs pour discuter des grands problèmes de notre monde, mais vus de la perspective de nos îles. Technologie, alimentation, leadership, identité, tous ces thèmes sont évoqués avec la Pacific Touch pour t'aider à comprendre le monde et son impact sur notre région. Retrouve les Pacific Talks, T-O-K-S, sur toutes les plateformes de podcast que tu utilises. Et plus d'infos sur les réseaux sociaux de Pacific Venturi. Et nous sommes de retour toujours avec Audrey de Food & Cook Lab. Audrey, ça va toujours ? Ah oui, ça va parfaitement, merci. Alors, tu nous as dit que donc tu avais commencé le projet en 2016, là où l'idée a commencé à émerger. Nous sommes en 2021, l'entreprise existe, elle est concrète dans tous les sens du terme. Pendant cette période, est-ce que tu peux nous dire quelle a été la meilleure leçon que tu aies apprise, que ce soit sur toi, sur ton projet, sur l'entrepreneuriat, et quelle a été la pire leçon que tu aies apprise ? Oh là là, il y en a tellement. En fait, la meilleure leçon, j'ai envie de dire que c'est jamais terminé. C'est-à-dire que quand tu penses que... les gens, ils te font des retours, ils sont contents, etc. Mais c'est difficile de prendre ça comme un acquis, en fait. Donc, il faut continuer à se perfectionner, à être encore meilleur. Donc, je valorise tous ces moments de petites victoires où les choses fonctionnent, surtout au niveau de nos clients, quand ils sont contents. J'avoue que, par exemple, Marc, qui est là aujourd'hui... réussir à lancer des gammes de produits, les vendre, c'est une victoire, parce que ça démontre que dans le passé, j'ai pu imaginer ça, mais maintenant, ça se produit vraiment. Donc ça, c'est chouette. Pire des leçons... il faut apprendre à... Je parlais des parties prenantes tout à l'heure. Et je me rappelle, en août 2019... terminer le bâtiment, finir, commencer à payer les traites, etc. Et en même temps, pas pouvoir ouvrir le bâtiment parce que j'ai pas le certificat de conformité. Aïe. Donc, et vraiment passer du temps à essayer de dénouer le truc, à essayer de comprendre la demande des autres. Enfin, des autres. Donc là, c'est l'hygiène, notamment. L'administration. L'administration. Mais
Dans le même temps, je dirais qu'ils m'ont fait progresser. Enfin, parce que de toute façon, ils sont là, c'est un moyen de contrôle, mais c'est aussi un moyen de perfectionner nos produits. Donc, leur vision qui est mathématique, il faut ci, il faut ça, il faut ci, au final, elle nous sert aussi. Donc, ça a été un moment très, très dur, parce que physiquement, t'es épuisé, tu viens de travailler pendant 6 mois sur un chantier. C'est stressant, il faut gagner de l'argent et en même temps tu peux pas. Et il faut que tu répondes à des demandes que tu comprends pas tellement bien. Là, c'était articuler un peu tous les besoins, c'est pas facile. Très particulier. Et après la crise sanitaire, j'ai envie de dire, c'est pas qu'elle nous révèle à nous-mêmes, mais pour notre part, on est censé pouvoir la passer sans heurts. Normalement, on est résilient, donc on doit pouvoir travailler sur des multi-activités et pas dépendre uniquement d'un secteur ou d'un autre. On est l'alimentation, on représente une activité alimentaire, donc on doit pouvoir s'en sortir. Et tu as plusieurs, effectivement, activités dans une qui fait que tu peux jouer sur l'un ou sur l'autre en fonction du contexte. Et justement, comment la crise t'a affecté parce que tu es en plein démarrage, entre guillemets. Alors, comment tout ça s'est joué? Est-ce que ça t'a complètement bloqué? Enfin, comment t'as vécu tout ça? On est parti du principe qu'effectivement, il allait falloir pas compter du tout sur les flux financiers éventuellement issus du tourisme. Voilà, une fois que tu te dis voilà, ça c'était vraiment quelque chose que j'avais dans mon business plan, je l'aurais pas. Donc après, on s'est dit, la population locale, elle aussi, elle a envie de faire des choses, elle aussi, elle est bloquée. Et en plus, il se trouve qu'elle a découvert pendant la crise que manger et être en autonomie alimentaire, c'était un peu essentiel sur nos territoires où on importe 95% quasiment, ou 92% en ce moment, des aliments. Donc tous ces gens se sont réveillés, ont acheté des graines, ont récupéré des graines, ont fait pousser des choses, ont été acheter des machines pour faire des choses. Donc on s'est dit, il y a quand même un vivier de gens qui ont envie de faire des choses. Maintenant, on est à Montréal, il faut se faire connaître, il faut les faire venir, parce que souvent, ils sont un peu loin aussi, ils ne sont pas forcément tous d'ici. Donc on a commencé à créer des ateliers sur des thématiques. Après, c'est toujours l'enjeu, est-ce qu'on communique, comment on fait en fait? On parle de nous, mais sans savoir exactement ce qu'on va proposer sur la partie labo. Donc là, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui est venu avec un projet très net, etc. Donc que j'ai pu vraiment accueillir. Et puis après, c'est la crise a eu raison en fait du schéma premier qui était accueillir des producteurs, accueillir des transformateurs. Maintenant, on est plutôt en train d'accueillir des gens qui ont perdu un emploi ou qui sont en mode on ne peut pas travailler dans des hôtels, ça ne marche pas. Donc, on fait à manger. Donc, on est un peu traiteur, cuisinier. Et voilà, on essaye de se lancer. Le problème, c'est que ce n'est pas un labo qui est vraiment conçu pour des cuisiniers. D'accord. Donc, il faut arriver à faire rentrer tout ce monde. Voilà, tout en respectant les demandes de l'hygiène, qui sont de limiter le nombre d'entreprises, et en jouant sur les plannings. Alors, à moins de travailler H24, c'est un petit peu ça devient compliqué là. Tout cumuler les contraintes, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de contraintes et du coup, ça dénature un peu le projet de départ, mais en même temps, ça répond à la demande actuelle qui est on veut produire de l'alimentaire parce que ça, on sait que ça reste. Et on veut le faire dans des conditions sanitaires bonnes. Donc on ne peut pas dire aux gens ne venez pas, moi je ne peux pas recevoir autant de traiteurs. Et en même temps on veut que ça soit des produits locaux. Alors l'équation est compliquée. Ouais, mais est-ce que c'est pas ça aussi le cœur de l'entrepreneuriat, c'est de chercher, de savoir surfer en fonction du contexte et de s'adapter, mais c'est pas toujours facile. C'est ça. Alors surtout que nous, dans notre modèle un peu économique, on avait aussi pas mal travaillé sur de la formation. Et les pouvoirs publics ont quand même été focalisés sur la crise, la gestion de la crise, donc n'ont plus envoyé de gens en formation, n'ont plus créé de demandes de formation. Donc nous, la formation, on n'a pas pu en faire de nouveau. Et on était aussi pas mal sur l'événementiel. On travaillait un petit peu sur la mise en place de buffets de produits locaux. Ça, c'est pareil. Oui, ça, c'est tombé à la trappe. Donc, du coup, c'est vrai que financièrement, il y avait un petit truc qui avait commencé en 2019 qui s'est brutalement arrêté en 2020. Donc, ça a été un peu compliqué. En termes de revenus, c'est une année
terrible. Difficile, voilà. Donc on avance, on essaye, on fait aussi pas mal d'appui, d'accompagnement sur d'autres projets en termes plus de d'entités comme le syndicat des communes, la restauration scolaire, etc. Donc voilà, ça nous permet de maintenir un petit peu à flot l'entreprise, mais sinon c'est vrai que c'est un peu compliqué. Encore beaucoup de challenges. Ouais. Alors, tu nous as parlé de ton envie de créer une entreprise à mission et des différents défis auxquels tu fais face. D'après toi, puisqu'on parle nourriture, on va parler d'ingrédients. Quels seraient les ingrédients de l'entrepreneur type Audrey ? Si on devait décrire, si on devait sortir les éléments, les saveurs de l'entrepreneuriat façon Audrey, ce serait quoi ? Je pense qu'il faut de la passion quand même, énormément. Il faut le sens de ce que l'on fait, qu'on sache pourquoi on le fait. Après, j'ai envie de dire aussi, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de collectifs. C'est vraiment entendre des choses, aller chercher à comprendre pourquoi ça marche pas, être capable d'entendre les réflexions, les critiques. Donc échange, partage et passion, sens, c'est pas mal déjà. Et puis très gourmande aussi. Ah bah ouais, enfin, nécessairement. C'est ça, et voilà, et un peu utopiste quoi. Je pense que je suis une bonne utopiste et ça et pragmatique en même temps, hein, mais c'est pas contradictoire. Voilà. Donc ça c'est mes ingrédients, je pense. D'accord. Ok, ça marche. Alors, si tu avais... tu as bien avancé dans ton projet, tu as évolué, et le résultat est là. Mais si je te disais, j'ai un bâton de sorcier avec moi qui te permet de changer une chose dans ton parcours d'entrepreneuriat, ce serait quoi ? Dans tout ce que j'ai vécu ? Ouais. Oh, la question ! Une chose. Pour l'améliorer, en gros. Ouais, pour faire différemment, à défaut de l'améliorer, en tout cas. De se dire, si j'étais parti dans cette direction, ça aurait peut-être été plus efficace, plus pertinent. Alors là, méga pause. J'ai une autre question encore plus dure après. Donc ça... Ah ouais. J'arrive pas à me dire qu'on peut avoir fait des erreurs quand on essaye des choses. Tu vois, moi, je pars du principe que j'ai testé, j'apprends de mes erreurs, en fait. Peut-être un petit peu de péché d'orgueil en pensant qu'effectivement, le format du labo allait correspondre exactement à la demande. Et en fait, de se rendre compte que si je dois compter ma demande... j'ai des traiteurs, j'ai des cuisiniers, j'ai des gens qui sont des gens professionnels déjà, et que les agriculteurs ils sont dans le monde non professionnel de l'alimentaire, et que eux je les ai imaginés venir en sachant qu'il allait falloir les former, hein, alors qu'ils sont pas là, et d'avoir sous-estimé le besoin des autres et surestimé celui des agriculteurs. Je pense que là-dessus, j'aurais dû être un peu plus méfiante. Ouais. Est-ce que du coup, la crise n'a pas aidé à recalibrer un peu tout ça, du coup, parce que tu disais qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui veulent l'utiliser pour créer une nouvelle activité. Oui, mais alors du coup, le format correspond pas trop à un développement vraiment de plusieurs activités du type. C'est-à-dire que maintenant, le bâtiment, il est créé, donc c'est un peu compliqué voilà. Donc, mais en même temps, j'avais pas envie de créer des cuisines, puisque ça s'appelle vraiment labo partagé, c'est pas des cuisines partagées. J'en ai visité, hein, c'est super, hein, c'est magnifique ce qu'ils font. Hein. Mais je suis dans le rural. Moi, je voulais un truc rural. Proximité. Ouais. D'accord. Alors, on me demande à Tahiti, pourquoi tu ne montes pas des cuisines à Tahiti et tout parce que je suis à Montréal. Après, voilà, je veux bien accompagner plein de gens et essayer de lancer des projets, mais il faut que ça réponde à ce que j'aime aussi. Bien sûr. Voilà. Ok, ça marche. Ok, deuxième question difficile. C'est une question traditionnelle que je pose à quasiment tous les épisodes. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vécu dans ton parcours d'entrepreneur
dont tu n'as jamais parlé en public, pas forcément parce que ça fait honte, mais juste parce que tu t'es dit, bon, ça c'est pas la peine que tout le monde le sache, et que tu pourrais partager avec nous aujourd'hui? D'entrepreneur, hein? Oui, non, pas perso, d'entrepreneur. Non, mais ce qui m'a poussé à aller vers l'entreprise, ça peut faire partie. Ça peut, ouais. Moi, ce qui m'a poussé à aller vers l'entrepreneuriat, c'est clairement que j'ai échoué à m'inscrire dans la fonction publique, c'est-à-dire à vraiment trouver ma place. J'étais prof, j'avais un boulot de fonctionnaire prof, et j'ai pas réussi à me vendre autrement. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu de moi. Pas rentrer dans le moule. On a ni en tant qu'autre chose, dans le privé, on voulait pas de moi. Non, mais c'est un truc de malade, hein. C'est-à-dire que tu te dis, quand même, je vaux rien, quoi. Et sincèrement, il y a plein de gens qui te disent, moi, l'entrepreneuriat, j'y suis allée parce que j'avais qu'une envie, c'était de faire autre chose. Non, moi, j'étais super bien dans la fonction publique. Il y avait plein de trucs qui m'allaient bien, mais j'ai toujours eu envie de faire des projets en parallèle. Hein. Ça a toujours été. Hein. Je savais que tôt ou tard, j'avais envie aussi de faire d'autres choses. Mais les deux cohabitaient. Et en fait, c'est vraiment, vraiment l'échec qui m'a poussée vers ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis rendu compte que personne ne voulait de moi et que j'allais pas pouvoir y arriver et enfoncer les portes, ça allait pas marcher. Je butais tout le temps. Dès que j'ai lâché ça, je suis allée vers l'entreprise et là, je me suis dit, au moins, il n'y a qu'à moi que je pourrais en vouloir, quoi. Je pourrais plus en vouloir à la terre entière. J'étais super fâchée. Hein. Ah oui, j'imagine. C'est frustrant. Ah oui. J'ai passé 13 entretiens, des candidatures, plein de choses. J'ai essayé de faire intervenir plein de gens pour essayer de m'appuyer et tout ça. Ça n'a pas marché, quoi. Et des regrets maintenant? Des regrets sur ça? Ouais. Sur le fait d'être là aujourd'hui et de te dire pas finalement dans la fonction publique? Non. Non. Gagner rien, être encore aidé, on va dire, sur... quand même, hein, il faut le dire. Hein, mais moi, j'ai ma maman qui m'a aidé énormément. Moi, je suis séparée aussi du père de mes enfants, donc il y a aussi cette dimension qui est quand même un peu compliquée financièrement. Ouais, j'imagine. Donc, du coup, j'ai eu un relais à un moment donné quand j'en avais besoin. Donc, non, même pour un salaire de prof, j'y retournerai pas. Ouais. Bon, c'est plutôt bien comme conclusion. Ouais, c'est bien. Ok, ça marche. On va faire une deuxième pause pour entendre un autre message de nos annonceurs. Et on se retrouve pour la dernière partie de l'épisode avec Audrey. Salut, c'est encore Philippe. Si tu aimes nos podcasts, tu aimeras aussi très certainement nos newsletters. Toutes les semaines, retrouve dans ta boîte email THOE en français ou The Global Tiller en anglais pour te permettre en 5 minutes de comprendre les grands thèmes qui font l'actualité. De l'analyse, de la perspective pertinente et beaucoup d'impertinence. Le meilleur moyen de comprendre le monde d'aujourd'hui. Que tu sois étudiant préparant tes examens, employé ou manager pour comprendre les tendances de demain, simple et efficace, nos newsletters sont là pour toi. Plus d'infos sur pacificventuri.com/newsletter avec un S ou sur nos réseaux sociaux. Et nous sommes de retour pour la troisième partie de cet épisode des Pacific Buzz, toujours en live de Moorea avec Audrey du Food & Cook Lab. Alors Audrey, on va se tourner un petit peu vers l'avenir et je voudrais que rapidement tu me donnes une réponse en un mot sur les 3 questions et puis on va élaborer après. Pour ton avenir personnel, optimiste, pessimiste? Optimiste. Ok, l'avenir de ton entreprise? Optimiste aussi. Ouais, et l'avenir du Fénois? Oh bah oui, bien sûr, je suis optimiste. Ok, alors rentrons dans les détails parce qu'il y a eu des variations de ton entre les 3. T'as vu C'est très bien, comme ça se voit pas, on voit pas ton visage dans l'épisode, donc les gens pourront sentir la différence des réponses. Alors dis-nous pourquoi. Alors, sur un plan personnel, oui, ma vie, elle se relance sur des rails, 41 ans, j'ai fait le point sur quelques trucs qui maintenant, je pense, fonctionnent bien. Mes enfants vont bien. Important. Ma famille est en bonne santé, on a un toit, on a tout ce qu'il faut. Voilà, c'est essentiel, il y a des gens qui n'ont pas cette chance. Voilà, donc ça, c'est bien. Je suis en bonne santé, je suis en bonne maîtrise de
de ma vie. Donc ça, sur le plan perso, j'ai envie de dire, ça fonctionne. J'ai un nouveau compagnon aussi qui me porte énormément dans ça. Donc ça, j'avoue que aujourd'hui, j'y suis aussi grâce à lui. L'entreprise, après, il faudra bien avouer si ça fonctionne pas. Hein, ça, tu vois, c'est pour ça que je suis optimiste, bien sûr, parce que j'y crois. Mais il faudra regarder les choses en face aussi. Si on n'y arrive pas, si la rentabilité elle est pas là, ça veut dire qu'il faut changer des choses. Donc ça veut peut-être dire que je suis pas la meilleure dirigeante possible. Voilà. Donc il faudra aussi que je sois peut-être entourée de gens à un moment donné qui ont une autre vision et que moi j'arrive pas à assumer seule. Hein. Voilà, ça c'est fort possible. Ouais. Est-ce que tu as déjà anticipé finalement avec ton système de gouvernance d'une certaine façon? Oui, et dans l'exécution aussi, c'est-à-dire que j'ai très envie d'être accompagnée de quelqu'un qui sera bien meilleur que moi dans beaucoup de domaines. Ouais. Parce que il faut pas se leurrer, on peut pas être bon partout. Même des fois, on est mauvais et on pense qu'on y arrive et en fait, il suffit de mettre la bonne personne au bon endroit et tout de suite, ça change tout. Absolument. Alors là, pour le coup, j'ai pas la prétention de pouvoir être bonne sur beaucoup de choses. Il y a des choses sur lesquelles je vais être bonne et le reste, nul. Ouais. Donc, c'est le gros problème des entrepreneurs, c'est qu'au démarrage, il faut être bon sur tout. Alors qu'en fait, on a principalement le métier, le cœur de l'activité sur lequel on est. Ouais, ou alors même techniquement, être pas forcément toujours. Tu vois, là, on est sur de l'agroalimentaire. Hein, je te le dis sincèrement, sur l'agroalimentaire, il y a un côté spécialiste qui va être à un moment donné. Il va falloir qu'on se professionnalise aussi là-dessus, sur de l'accompagnement, être vraiment beaucoup plus fort. Voilà, pour être. C'est un secteur très réglementé en plus, j'imagine. Oui, ça rajoute les difficultés. Là, si on veut exporter, si on veut être dans des process beaucoup plus complexes, il nous faut quelqu'un de formé, vraiment là-dessus. Donc on a beau être très très bon sur l'aspect pratique, des fois ça suffit pas. Donc voilà pour l'entreprise, et moi je suis prête à échouer, si je suis endettée, on remboursera, on retrouvera. Il n'y a rien de... Enfin voilà, je ne me laisserai pas abattre, c'est pas grave. Mais après, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose dans ce bâtiment, hein, ça c'est sûr. Oui, très certainement. Il est très beau en tout cas. Ouais, merci. Et après, pour le pays, oui, on peut aller sur une voie de mieux en mieux. Et comme... moi, j'ai une pensée très, très particulière par rapport à tout ce qui se passe, même dans le monde entier. Moi, je suis un peu féministe, dans le sens où... c'est bien, c'est pas un défaut. Ouais. Dans le sens, pas contre les hommes, contre le masculinisme. La masculinité toxique. Voilà. Je valide. Tu comprends. Je suis parfaitement d'accord. Du coup, moi, quand on fait des erreurs, quand on est dans des décisions qui mettent beaucoup de choses en danger et qu'on remet jamais nos questions, nos attitudes, ces attitudes en question, c'est dangereux, et je trouve que c'est des positionnements très masculins dans notre société. Et aujourd'hui, avec la crise sanitaire, etc., j'ai vraiment l'impression qu'il nous faudrait beaucoup plus de féminin, beaucoup plus de compréhension, beaucoup plus de retour de ce qui est en train de se passer, de qu'est-ce qu'on fait pas bien, Et j'ai l'impression que c'est vraiment une aptitude que beaucoup de personnes n'ont pas. Alors je dis pas que je l'ai nécessairement, mais je dis que c'est contenu dans le féminin plus que dans le masculin. Ce qui ne veut pas dire dans la femme plus que dans l'homme. Oui, non, d'accord. Voilà. Ce que j'allais dire justement, c'est cette attitude qu'on voit aujourd'hui beaucoup, ça relève plus d'un cliché de l'image très ancienne de l'homme qui n'a plus forcément lieu d'être aujourd'hui. Oui, mais bon, c'est encore beaucoup incarné. C'est-à-dire que quand tu es dans des positionnements très globaux, où tu gères des entreprises très, très grandes, ou des gouvernements, ou tu as une responsabilité qui est tellement importante que se remettre en question, c'est comme si tu t'avouais nul, en fait. Alors que... C'est l'inverse. Oui. Et ça, je trouve que notre pays, il peut à la fois
aller vers du mieux, mais il faut que chacun fasse une petite introspection sur... et ça vous, des fois, pas savoir, tout simplement. Ça, c'est de dire, je vous emmène quelque part, mais quelque part, je ne sais pas. Surtout si ça en va ce fonctionner. moment, dans le contexte d'incertitude dans lequel on est, où personne ne sait vraiment exactement qui, quoi, qu'est-ce. Quoi. Voilà. On tente cette optique-là. On va voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, on peut vous garantir qu'on va essayer autre chose. Quoi. Au moins, d'avoir cette... je trouve que c'est une forme de transparence. Si on parlait plus comme ça, parce que nous, à notre échelle d'entreprise, c'est ce qu'on fait. Ça marche pas dans un sens, on arrête et on change. Donc, je veux dire, sur une échelle d'un pays, on peut quand même... surtout, nous, on n'est pas un immense pays. C'est clair. On pourrait être un peu plus... on va dire, sortir un peu de flexible. de nos certitudes et aller vers du... Voilà. Et puis, préserver nos ressources. Là, le foncier, ça devient n'importe quoi. C'est super grave. On essaye de produire de l'alimentation, mais je veux dire, il n'y a pas assez de terres à cultiver. Elles sont à des prix... si on peut parler de la politique globale, là, sur l'île de Moorea, tu as très peu de zones agricoles. Nous, on est sur par exemple, on peut s'installer, on produit des choses naturelles, sans pesticides, sans engrais. Donc, il nous faut être au-dessus des autres. Oui. Au-dessus des autres, tu te retrouves dans des zones difficilement accessibles, pas forcément reconnues comme, par exemple, constructibles, sur lesquelles tu ne peux pas t'établir en tant qu'agriculteur, sur lesquelles, quand tu achètes un terrain, tu n'as pas forcément la capacité financière parce que les agriculteurs ne sont pas aidés pour l'achat d'un terrain. Tu ne peux pas aller en banque et dire « je suis agriculteur ». Enfin voilà, on veut stimuler une production, mais derrière, on n'a pas les outils économiques pour le faire, et surtout la maîtrise du foncier. Quoi. Moi, la maîtrise du foncier, c'est fondamental. C'est fondamental. Ce pays, il est en train de livrer... Enfin, moi, j'assiste à Moorea à ce changement total, c'est-à-dire que des gens arrivent, achètent à des prix pour eux qui sont très abordables, qui pour nous sont montés d'un coup comme ça. Et c'est-à-dire que maintenant, une famille habitant à Moorea ne peut pas s'acheter un terrain. Quoi. Si tu travailles, il y en a un qui travaille dans le secteur de l'hôtellerie et puis l'autre qui est employé ailleurs, les revenus, les gens de l'hôtellerie ne peuvent plus emprunter. Oui, forcément. Ouais. Dans le secteur du tourisme, tu vas, tu as un salaire, tu as un CDI, tu ne peux plus emprunter. Moi, je connais plein de gens qui sont coincés. Et les montants des loyers ont augmenté aussi parce qu'il y a plus de Airbnb, du coup, il y a moins de logements et il y a toujours autant de demandes. Donc là, il y a vraiment il y a un travail communal, il y a un travail de pays, il y a un travail... et surtout d'arrêter cette espèce de spéculation. Alors après, tout le monde est responsable. Si moi, je commence à vendre un terrain à un prix défiant comment dire, non, justement, dans les prix du marché haut, et que je spécule, je suis responsable. Bien sûr. Oui, c'est pas que le gouvernement, c'est tout le monde aussi Bien dans, sûr, dans son approche. Quoi. C'est ça. Et voilà. Et donc, moi, je trouve qu'on a tous quelque chose à faire là-dessus et à privilégier le secteur économique de production, des gens qui s'installent pour produire de l'artisanat, peu importe, des gens qui veulent produire. Et pas juste spéculer sur du terrain, revendre, faire de l'argent facile, entre guillemets. Alors justement, ce sera ma dernière question pour toi. Si tu avais une recommandation à donner à nos auditeurs, quels qu'ils soient, mais notamment ceux qui sont entrepreneurs ou qui envisagent de devenir entrepreneurs, du fait de ton expérience, de comment toi tu vois les choses, qu'est-ce que tu leur dirais ? Alors, sans mentir, déjà, la première chose que je vais dire, c'est qui autour de vous est là pour vous aider à tous les niveaux, moralement, financièrement, matériellement, qui est là pour être là si vous avez un pépin, s'il y a un truc, si vous avez des enfants, qui peut s'en occuper, c'est parce que c'est un truc de fou, il faut quand même le prévoir. Donc si on n'a pas de soutien, ça va être
vraiment compliqué. Et moi, j'ai énormément de chance, c'est-à-dire que mon père est rentré dans l'entreprise pour être à mes côtés. Donc, il a apporté les financements complémentaires à un moment donné. Je vais pas me mentir, hein, j'aurais pas eu ces parents-là, ça aurait pas fonctionné. Et les banques, elles m'auraient rigolé au nez. C'est ce qui se produit pour la plupart des gens. Donc ici, on est dans un système où on n'a pas ce côté aussi facile de se créer soi-même. On n'est pas comme aux États-Unis où il y a des investisseurs qui arrivent, ils aiment une idée, bam, ils balancent. C'est pas du tout ça. Donc, il y a des outils qui sont là pour aider, mais des fois, ça suffit pas quand on monte des projets avec de l'investissement énorme. Notamment du foncier, de l'immobilier. C'est ça, et même des machines, des investissements colossaux. Donc, du coup, ça, c'est vraiment important. Et après, c'est la persévérance. S'il y a la moindre petite faille, truc qui va pas, vous vous dites non, ça doit pas être bon. Non, tous les jours tu auras un truc. Ça n'existe pas à un moment où tu n'as pas un problème. Non, c'est clair. et puis voilà, ça fait partie de ton truc. Et toi, en fait, tu es la personne qui apporte des solutions aux problèmes que tu rencontres tous les jours. Pour moi, l'entrepreneur, c'est ça. Donc, peut-être que dans 10 ans, je me dirais, bon, ça y est, on a fait du chemin, maintenant, j'ai plus envie de problème, mais en attendant, je pense que j'en ai encore pas mal à venir. Mais c'est ça qui fait aussi que c'est passionnant. T'apprends sur le chemin aussi. Ouais. Ok, ça marche. Écoute, Audrey, merci beaucoup. Ouais, merci. Merci de nous avoir accueillis dans ce bel espace. Ravi de l'avoir enfin découvert. Et j'invite toutes celles et ceux qui visiteraient Moorea dans les temps à venir à passer faire un tour au Food & Cook Lab et essayer les événements, les activités que tu proposes. En tout cas, bon courage pour la suite. Bon courage pour tes actions solidaires pour aider notre Fénois justement à avancer efficacement et pour tous. Et à bientôt. Oui, à bientôt Philippe. Merci. Voilà, c'était donc ce nouvel épisode des Pacific Buzz, tout droit venu de Moorea, l'île sœur de Tahiti. J'espère que cette nouvelle rencontre d'une entrepreneur t'aura permis de réfléchir autrement sur le monde de l'entreprise, mais aussi sur les problèmes qu'elle souhaite résoudre. En effet, au travers de son entreprise à mission, Audrey nous propose une nouvelle perspective de l'entrepreneuriat et de l'engagement collaboratif qui pourrait participer au développement de certains secteurs de notre économie. En tout cas, nous souhaitons longue vie à Food & Cook Lab en espérant que ce projet unique participe à la relance post-pandémique et offre à certains d'entre nous des opportunités pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à échanger avec nous par email, contact@pacificventuri.com ou via nos réseaux sociaux. Et si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi et à mettre quelques étoiles sur ta plateforme de podcast préférée pour les Pacific Buzz. C'est un moyen efficace pour nous aider à étendre notre audience. Quant à moi, je te retrouverai pour un nouvel épisode à la rencontre d'un nouvel entrepreneur d'ici 15 jours. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana!